patrimoine et fiscalité que j'anime depuis plusieurs mois en tant qu'avocat d'affaires inscrit au barreau de Lyon. Je me présente Renaud Soulier, j'exerce dans 5 domaines de compétences comme vous le verrez dans le lien sous la vidéo. Droit des affaires, transmission d'entreprise, stratégie patrimoniale, intermédiation dans la vente de sociétés. Compte tenu des événements massifs, majeurs à caractère sanitaire, économique, mondial, financier, monétaire que la France, l'Europe et le monde traversent, je me suis attaché à regarder un petit peu les conditions d'indemnisation des compagnies d'assurance pour ceux et celles qui ont contracté des garanties, perte d'exploitation dans le cadre de leur contrat prévoyance. Le cas est le suivant, on a un dirigeant d'entreprise, de petite entreprise, moyenne entreprise ou grande entreprise, et qui a conclu un contrat de prévoyance au terme duquel, en cas d'empêchement, il pourrait voir ses frais généraux, ses charges d'exploitation couvertes. Alors, la plupart du temps, et ça c'est important de regarder les termes de la police d'assurance, l'on va regarder les cas d'empêchement qui sont essentiellement de nature personnelle, c'est-à-dire un empêchement soit pour une incapacité, soit pour une hospitalisation, soit pour une invalidité. Et en fonction de ceci, à partir d'une carence qui est contractuelle, les charges courantes du cabinet ou de l'entreprise sont supportées par la compagnie d'assurance. Alors, dans le cas du Covid-19, la question que l'État va se poser, dans le cadre de la saisine des juridictions, c'est de savoir si le cas du Covid-19 peut être considéré comme un cas de force majeure. Alors, l'État, très rapidement, dès la survenance de cette crise sanitaire, l'a considéré pour les marchés de contrats de marché de travaux publics, de sorte que dans le cadre de marchés publics, effectivement, la question ne se posera pas, le Covid-19 constitue une force majeure. Qu'en est-il pour les contrats de droit privé? Telle est la question que nous allons devoir aujourd'hui trancher, très simplement. Pourquoi? Parce que, alors tout d'abord, une définition. La définition est la suivante. Je vous demande un instant. Obligation par le débiteur. Donc il y a véritablement une définition qui a été retenue donc, par le législateur, et vous avez 3 caractéristiques. Il faut que l'événement échappe au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations, c'est-à-dire qu'il faut que l'événement soit indépendant de la volonté du débiteur à l'obligation, première condition. La deuxième, l'événement doit avoir été raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat, donc c'est le caractère imprévisible. Et le troisième, c'est la notion d'extériorité. L'événement doit être irrésistible lors de l'exécution du contrat. Cette irrésistibilité doit rendre l'exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus complexe. Donc la question que l'on va avoir à trancher, que les juridictions de l'ordre judiciaire vont devoir trancher dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années, et de savoir au cas particulier de Covid-19 si cette crise sanitaire, ce virus, présente les 3 caractéristiques de la force majeure, et l'enjeu est d'importance puisque en fonction de ceci, cela permettra soit la résolution, soit la résiliation du contrat. Donc je vous invite, et c'était le focus aujourd'hui sur la force majeure, je vous invite à regarder les termes de vos polices d'assurance,
que ce soit en matière d'assurance, en matière de contrat de prêt d'habitation, par exemple, ou de prêt immobilier, voir si effectivement le Covid-19 pourrait rentrer dans ces conditions d'exonération de responsabilité. Alors, il est fort à craindre que la réponse soit non, puisque jusqu'à présent, je me suis livré à un épluchage ou un examen des décisions de jurisprudence, et il s'avère, si vous voulez, que tant pour la grippe aviaire, que pour le chikungunya, pour d'autres épidémies qui ont sévi depuis 2009, la force majeure n'a pas été retenue, mais il me semble que les circonstances de l'espèce qui sont retenues par les juges du fond n'étaient pas identiques à celles que nous connaissons aujourd'hui au travers de la gravité du caractère contagieux de ce virus qui sévit depuis plus de 3 mois. Donc, livrez-vous à un audit contractuel de vos polices d'assurance et surtout, dans le cadre de la conclusion de prochains contrats, il faudra être particulièrement vigilant pour, le cas échéant, définir expressément ce qu'un événement peut être constitutif et en quoi un événement peut caractériser un cas de force majeure. Et je suis en train de travailler avec mon cabinet sur des propositions de rédaction de clauses que l'on pourrait voir insérées. Alors simplement, la réserve est la suivante, c'est qu'évidemment, quand il s'agit de faire intégrer une telle clause dans un contrat d'assurance, c'est un peu plus complexe puisque c'est une négociation entre le pot de terre et le pot de fer, sachant que l'assuré est plutôt un pot de terre et que l'assureur a une force contractuelle de proposition en disant en quelque sorte, clause d'adhésion, vous adhérez à l'ensemble du dispositif ou on en sort. Alors, on pourrait avoir un focus sur les clauses d'assurance, on pourrait avoir un focus également en tant que co-contractant pour des obligations de prestation de services. Et là, je pense qu'il serait important d'être beaucoup plus vigilant quant à la rédaction des clauses. Bref, vous l'avez compris, il y a de vrais sujets d'actualité, de vrais sujets contractuels qui découlent de la problématique que pose ce virus, puisqu'il a des retentissements dans la vie économique, dans la vie quotidienne, dans la vie sanitaire de tout à chacun, et c'est un événement d'une gravité sans précédent. Voilà le focus que j'avais à apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas les 3 caractéristiques de la force majeure, le caractère d'indépendance de l'événement, le caractère d'imprévisibilité et le caractère d'irrésistibilité. Il est codifié par l'article 1128 du Code civil. J'ai dernièrement adressé une note dans le cadre d'une newsletter à mes clients. Si vous voulez, n'hésitez pas à en faire la demande express par un mail à l'adresse suivante, contact@rsavocat.com et je me ferai un plaisir de vous l'adresser. Sachez que je suis à votre entière disposition pour vous apporter toute mon expertise dans le domaine du droit des affaires, dans le domaine de la stratégie patrimoniale, dans le domaine des investissements immobiliers, puisque c'est mon quotidien et c'est un sujet qui me passionne. Je vous dis à très vite.